programmées, etc. Et ces archives définitives chez les producteurs, donc qui seront après la DUA et après la durée de conservation au sens informatique et liberté, vont se trouver dans une situation très délicate parce que normalement, le producteur, le responsable du traitement ne peut plus non plus y accéder. Et vous ne les avez pas encore prises en charge pour les traiter. Donc c'est dans un entre-deux, là. Nous, on souhaiterait qu'elles bénéficient des dérogations obtenues dans le cadre du RGPD, de la loi informatique et liberté. Mais on sait aussi que le producteur, s'il a des demandes de rectification, d'opposition, etc., il va être tenté de satisfaire la demande du citoyen. Donc là, il y a un vrai travail de pédagogie à mener avec les DPO de vos structures. Et puis, alors, je sais très bien qu'il y a beaucoup de services saturés, que tout le monde n'a pas non plus un SAE opérationnel, etc. Mais le RGPD, la mise en œuvre du RGPD devrait avoir pour conséquence, en tout cas, devrait nous inciter à collecter plus rapidement les documents pour que tout ce qui, dès que ça devient archive définitive, ça soit collecté par les services d'archives. Je sais très bien que c'est d'une extrême complexité. Mon intervention sera extrêmement courte puisque quasiment la totalité de ce qui a été dit par les trois personnes qui ont parlé avant que je puisse parler. Mais effectivement, moi, je suis quand même un peu inquiète. Alors, pas inquiète en soi par le RGPD, mais inquiète sur notre capacité à avoir la réactivité nécessaire pour, nous faire identifier par notre SIL, encore aujourd'hui dans certains cas, DPO, comme étant l'interlocuteur qui doit quand même valider avant la suppression et l'anonymisation de certaines archives courantes et intermédiaires, parce que je ne suis pas sûre que le SIL ou le DPO dans les collectivités aura toujours bien identifié que les documents en question sont des archives et que nous pouvons avoir un regard dessus. Ce qui m'inquiète aussi, c'est la réactivité sur le regard, la validation, parce que dans toutes les collectivités, on a quand même un certain nombre d'interlocuteurs et de données à voir, et aurons-nous la capacité d'analyser tout ça dans les délais nécessaires pour qu'on puisse être pertinent et efficace. Et ensuite, oui, ça peut accélérer la collecte, oui. Mais pour les mettre où? Quand on n'a pas de SAE et qu'on n'a pas toujours les outils, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va les gérer? Là, ça aussi, ça m'inquiète, parce que je ne suis pas sûre que les décideurs qui permettent de libérer, on va dire, là on ne va pas libérer des données, mais libérer les crédits pour mettre en place les outils de la chaîne de conservation des archives électroniques, ça va être un argument suffisant pour mettre en place les crédits nécessaires qui sont quand même assez conséquents dans ce domaine-là, pour permettre justement d'arriver à gérer correctement les choses. Et déjà l'archivage électronique c'est un peu compliqué, on a le sentiment de voir s'effacer des données, des informations. Alors là je me dis avec le RGPD, peut-être qu'il ne faut pas s'affoler, mais n'empêche que tout le monde s'affole. Et dans la collectivité, il faut gérer, il faut maîtriser le traitement des données. Et j'ai un petit peu peur que la mise en œuvre de ce traitement, de cette gestion des données, ça ne soit pas on prend le temps, on réfléchit et on fait les choses comme il faut, mais on va vite et on supprime et on anonymise des choses. Oui, ça, je me permets, c'est un risque, mais on pourrait aussi renverser et le voir autrement en se disant que justement cet affolement autour de la mise en conformité, en tout cas ce focus qui est fait aujourd'hui sur la mise en conformité, pourrait être un levier pour le déploiement de l'archivage électronique dans nos organismes, puisque la CNIL elle-même, dans un certain nombre de guides à destination des SIL, évoque l'archivage comme étant une brique de la mise en sécurité des données. Donc voilà, est-ce qu'il ne faut pas saisir aussi cette opportunité, comme on a saisi l'opportunité de la dématérialisation aussi dans certains cas, pour en faire un levier de conformité en matière de protection des données à caractère personnel. Et du coup, pour rebondir sur d'autres éléments, de rappeler aussi cette fonction sociale des services, des archives et des services d'archives publiques qui sont là pour conserver la mémoire, pour aussi répondre aux droits des citoyens. Donc je pense qu'on a vraiment ces deux leviers à activer. Ah oui, bien sûr, mais... Juste une question. J'ajouterais, très rapidement, que donc, nous, dans notre métier d'avocat, on se retrouve à assister à des tas de clients, des tas d'opérateurs économiques, PME, très grands groupes, collectivités publiques dans leur mise en conformité. Et j'ai vraiment l'impression, face à vous, d'être face à des interlocuteurs qui sont complètement en mesure de
d'identifier les problématiques et de savoir construire des solutions par rapport à ça. Donc là, on a 2 exemples quand même très intéressants d'une coopération qui a l'air d'être efficace entre les différents services, DPO et archivistes, pour aujourd'hui, dans le cadre des démarches de mise en conformité, travailler de concert sur la définition des durées de conservation et les modalités d'archivage, effectivement. Virginie Michel, archive municipale de Villeneuve-la-Garenne. Une question sur tout ce qui concerne l'open data. Malheureusement, il n'y a peut-être pas d'autres interlocuteurs. Au sujet de vraiment de la conservation de ces données, des jeux de données, sachant que nos producteurs les produisent et qu'on les collecte directement auprès d'eux, est-ce que vraiment il y a un intérêt à archiver vraiment cette archive, soi-disant archive, qui est déjà potentiellement déjà dans nos services? Alors, moi, je vais vous apporter ma réponse personnelle. En tout cas, d'apporter des éléments de réponse, c'est que les données qui sont mises à disposition sur les plateformes d'open data ne sont-elles pas des données plus propres que les données entre guillemets brutes qui sont dans les applications métiers. Et moi, je me dis qu'il y aurait un intérêt à archiver un certain nombre de données sur les plateformes d'open data plutôt que les dites mêmes données dans les applications métiers. Après, il y a un autre enjeu qui est celui de la pérennisation en termes d'accès qu'on a évoqué ce matin aussi, parce qu'aujourd'hui, sur les plateformes d'open data, on est dans l'instant T. On met à disposition des données qui doivent être des données dites fraîches, mais les réutilisateurs eux-mêmes, et c'était évoqué, se rendent compte qu'ils ont besoin aujourd'hui d'avoir une profondeur dans le champ des données disponibles. Voilà. Oui, Cyril Longin de Saint-Étienne. Pour répondre à une des inquiétudes effectivement des archivistes vis-à-vis du DPD, une des solutions, c'est pas la solution, mais une des solutions, c'est que le DPD soit archiviste. Et alors, je ne dis pas ça pour faire la pub pour Saint-Étienne, parce que c'est effectivement le cas. Alors, je serai le DPD pendant 6 mois, parce que, pour différentes raisons, mais on a décidé aussi, via le levier archivage électronique, parce que Céline connaît bien le sujet, d'obtenir la création d'un poste qui sera le DPD, mais également chargé de la mise en place du SAE. Et ça, mis en commun avec la DSI. Et donc, c'est un travail vraiment commun avec